tomates fraîches, mes amis. Donc, à l'occasion, quelque part de l'ouverture de notre saison, depuis l'Assemblée Générale de la Rose Impossible, que je représente ici avec plusieurs membres du bureau, donc en tant que président. Donc, bienvenue. En même temps, donc, il s'agit effectivement de l'ouverture, le dimanche d'ouverture, des échos surréalistes contemporains. Donc, écho d'une rencontre avec des surréalistes égyptiens, principalement, mais aussi au-delà du Moyen-Orient et à l'international, presque de tous les continents, qui s'étaient retrouvés donc, au Caire en février 2022, donc il y a de ça 2 ans. Et on s'était promis de faire effectivement un retour à Saint-Cyr-la-Popie. Et qui se sont retrouvés aussi en 2020. Oui, mais j'ai pas fini, t'inquiète pas. Et comment dire, on est très triste surtout que Mohsen et Gada, donc, qui étaient les principaux organisateurs du groupe et des festivités au Caire en 2022, ne soient pas là, pour des raisons diverses, notamment de papiers militaires. Donc Mohsen, il ne peut pas être là pour cette ouverture. Peut-être, on espère qu'il sera là en novembre, si sa situation évolue, mais dans un contexte compliqué. Donc l'Égypte, donc c'est une dictature élective, une démocrature, comme on dirait, mais bon, en même temps, c'est le meilleur allié des Occidentaux, soi-disant, contre le terrorisme, qui vaut d'ailleurs à des dizaines de milliers d'opposants politiques d'être dans des prisons où ils sont torturés donc en Égypte, qui a valu d'ailleurs, et on peut en témoigner à quelques-uns qui étant ici en Égypte, que tout avait été fait pour que cet événement du Caire en 2022 ne se déroule pas, puisque l'avant-veille de l'ouverture, donc tous les lieux qui avaient été promis réservés pour le groupe égyptien ont été interdits d'un coup d'un seul. Donc on s'est retrouvé l'avant-veille avec Fabien et Isabelle, ma compagne, à chercher des lieux alternatifs, poursuivis par des gens de la police politique du régime qui faisaient en sorte de nous mettre des bâtons dans les roues, de faire des menaces sur les gens qui voulaient nous prêter des lieux, etc. Toujours est-il que par le grand courage de Mohsen, de Gada, et d'un certain nombre d'Égyptiens et d'Égyptiennes sur place, on a pu avoir ces lieux. Une ancienne galerie Kodak qu'on a restaurée en une nuit pour pouvoir faire l'expo, donc des peintures et des dessins. Ensuite, c'était le rooftop de l'ancien Institut français qu'on a pu avoir pour des lectures de poésie. On a pu avoir une galerie de photos, y compris pour des parties de danse, la galerie Lamassat, où la directrice de la galerie a été extrêmement courageuse. Elle a mis à la porte quasiment les gens de la police politique égyptienne. Et puis enfin, on a pu faire un atelier avec des autistes, à condition que ça soit à 3 heures de route du centre-ville. Mais bon, bref, ça a pu se faire. Et on comptait, bien sûr, sur un certain nombre de gens qui nous avaient accueillis là-bas de manière très héroïque, qui puissent venir ici. Ça n'a pas pu se faire. Entre-temps, donc effectivement, Catherine Belkolja, ici présente, donc, a pu aller à Luxor, donc de manière décentralisée pour pouvoir préparer une partie de ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là, donc on accueille donc Catherine avec Philippe Bourré et David. Florence Serror. Crène. Non, d'accord. Florence Serror. Florence Serror. Voilà. Non mais j'ai changé. Oui. J'ai signalé que c'était Florence Serror. Oui. Qui c'est Florence Serror? C'est lui. D'accord, ok. Et enchanté. Mais c'est pas marqué là. Mais j'ai envoyé plein de messages. Et donc, écoutez, bienvenue donc, pour cette lecture du Bleu des Fonds de Joyce Mansour, qui est sa seule écriture théâtrale dans sa grandeur complète que vous pouvez trouver, notamment, je crois, sur Actes Sud, je me souviens bien. Cette étrange demoiselle, comme l'appelait André Breteau, femme extrêmement courageuse dans sa vie, dans son œuvre. Anatole William, qui n'est pas là présent, donc nous en avait fait une lecture devant un parterre de femmes voilées, leurs professeurs horrifiés en Égypte, sans se faire égorger, heureusement, dans une des villes les plus islamistes. Donc c'était extrêmement courageux. C'était tous des textes érotiques de Joyce sur la masturbation féminine, notamment. Donc je peux vous dire que ça a eu des échos, là aussi, à Alexandrie.
Et ça, je pense, quand on a vu un certain nombre de regards adolescents, je pense que là aussi, ces échos vont continuer. Et puis, quoi vous dire d'autre dans la geste de Joyce Mansour? André Breton était décédé, elle est invitée un jour à Cuba. Et se retrouve sur scène un fonctionnaire de Cuba qui invite une autre personne qui venait du Mexique. Et en fait, c'était un des complices de l'assassin de Léon Trotsky, donc cher au cœur d'André Breton. Et au moment de faire son discours, elle est présentée par ce type, donc qui avait participé à l'assassinat de Trotsky. Et Joyce Mansour, sa seule performance ce jour-là, c'était d'envoyer un grand coup de pied au cul du mec qui était balancé de la scène en disant « de la part d'André Breton ». Et elle est partie. À vous, merci. Alors, je signale au passage quand même que si vous voulez lire cette pièce, le tirage est épuisé. Actes Sud a effectivement édité toutes les œuvres complètes de Joyce Mansour, mais il n'y a plus aucun exemplaire. Donc, il faut fouiller un petit peu. Lui, il a trouvé une édition originale avec des dessins d'Alechinsky. Oui. Et la seule œuvre actuelle de Joyce Mansour, c'est le livre que je viens de t'offrir. Voilà, et tu m'as donné le titre. C'est le seul livre que vous pouvez acheter actuellement de Joyce Mansour. Voilà, Histoire nocive, qu'on trouve entre autres à la Maison de la Poésie à Paris. Voilà. Donc vous allez découvrir cette pièce, c'est la seule, comme le disait Laurent, la seule pièce qu'elle ait jamais écrite. La plupart du temps, elle écrit de la poésie, des nouvelles. Vous verrez, il s'agit d'un trio. Donc, Philippe Bourret fait le rôle du père, Florent est mon mari, et moi, je suis à la fois la fille et la femme de mon père. Le bleu des fonds. Il y a une chambre pelée au mur trop nu, une jeuse sans jambes accoudée dans un coin, une fenêtre au perché qui ne voit que d'un œil, et un poêle en faïence bleue, très bleu. Je vois une table laquée de sang, 3 gamelles, 3 chaises, et un chat empaillé qui broie du noir sans broncher, un vieil homme et une très belle femme. Les orteils du vieil homme portent le deuil, ses pieds sont bandés et ses orteils pianotent. La femme est sa fille, et elle pleure et elle tricote. Jérôme dort sur un matelas. Mon épigrane éclate. Avez-vous perdu quelqu'un qui vous était cher? Peut-être. Pauvre père, je sais ce que c'est. Ne pleure plus, Maude. Personne n'est mort. J'ai changé d'avis. Un perdreau a enfoncé des pitons dans ma gorge et ne veut plus que j'avale. Vous avez mal, père? Oui, oui. J'entends le rire maniaque du Maboul. Tellement j'ai mal. L'os enjambe ma langue, fait le grand écart quand je bâille, surnage quand j'avale. J'aurais mieux fait d'aspirer l'oiseau en entier. Aujourd'hui et hier et avant et toujours, nous n'avons eu que de la soupe. L'artiste écrit. Oui, j'entends le rire du maniaque. Il écrit avec ses yeux, moi, c'est avec ma voix. Concentre ton regard sur les images que je dépeins et tu ne sentiras plus la brûlure acide du vide sur ta peau. Vos amis vous comprennent-ils quand vous parlez ainsi? Ou bien
Ne parlez-vous de cette façon qu'à vous-même? Moi, je ne pense qu'aux chiffres désastreux de la vie qui se dessinent autour de mes yeux. Toujours en train de pleurnicher, un vrai miaulement qui vous glace le sang. Parfois, tu imites le vent. Parfois, tes pleurs ressemblent à l'eau chaude qui bout dans les veines d'un sadique. Et trop souvent, tu hurles. Pourquoi donc ne me laisses-tu pas rêver? Les femmes n'aiment-elles pas les rêves des hommes? Peut-être ont-elles peur. Veux-tu que je te raconte l'histoire de la naissance de ta mère? Ou préfères-tu que je rêve dans une autre langue? Vous êtes fou, père. Je suis un âne ou un bigot, selon ton humeur. J'ai voulu être écrivain autrefois. Qu'as-tu? Encore un rêve de ce salaud! Je voudrais te savoir heureuse. Va, va. Achète tout, partout. Vous avez trouvé de l'argent dans le trou à rats? Puis où? Acheter quoi? Oui, père. J'irai chez le docteur. Quel Demain. docteur? Le docteur. Pourquoi me provoques-tu ainsi? Faut que tu sois ma femme pour me traiter comme tu le fais. Quoi? Je vais me faire ouvrir la gorge sur une table opératoire. Mon sang va jaillir en corolle de feu. Et toi, tu ne penses qu'à dire « Quel docteur ?» comme si cela avait la moindre importance. Mais n'importe quel docteur, tous les docteurs en rang serré de blouseux blanches et gants de soie. Les dentistes aussi. Est-ce que je ne change pas de docteur plus souvent que de chemise? Mais il n'y a pas de docteur ici, père. Ce ne doit pas être la saison. Bah alors j'irai chez quelqu'un d'autre. Ne chicane pas. Non, père. Bientôt tu te marieras. Je suis mariée, père. Ah, ton époux sera haut de taille, mais sans poils. Sa tête couverte d'or et de plumes sèmera la peste. Ses mains arracheront de ta robe ta chair hésitante, sauvage. Il te mâchera avant de se coucher. Mais Jérôme, vous avez dit qu'il est mon époux. Te souviens-tu de notre mariage, Maud? Tu étais belle, belle. Tu ne tricotais pas, alors. Un homme te regardait sous son chapeau de velours, sa langue dardait, et quand je t'ai prise, là, debout, contre la porte, tu as éternué, et tu as dit... Oui, père! Te souviens-tu de nos domaines? La maison rouge aux volets de feutre et aux cheminées en fleurs. Le chien dent courait sur l'herbe, les enfants, nos enfants, grimpaient sur nos épaules. Nous avons fait le mal, ensemble. Tu étais gai, d'une mélancolique gaieté couleur de lac. Vous violez la nature en me rappelant ces choses. Si je suis votre femme et non votre fille, si autrefois je vivais cette vie avec vous et avec nos enfants, apprenez-moi votre nom et peut-être me souviendrai-je aussi. Ah! La laine de la mort m'emplit la bouche quand je me réveille. La peur me coupe les lèvres. Aidez-moi, père. Mes actes déterminent tes pensées. Mes indigestions forment tes angoisses. Je suis fatigué.
tu vas te calmer. Oui, la vie m'étouffe déjà. Les cauchemars s'en vont. Tu parles de violation de la nature, Maud. Ton étrange époux n'est-il pas l'antinature en personne, fait pour les amours tragiques et éphémères de l'adolescence, pour les veillées de mort, entre deux bougies de chair, pour le phallus étroit de l'école, enfin, pour tout ce qui est contre nature et énervant à souhait. Je l'aime, père. Ah, je sais, ces oreilles écoutent les torrents de ta chair tomber quand tu bouges. Je vois la fleur double de son désir pour toi. Et je sais que tu l'aimes, ma fille, car je connais ton cœur. Ah, si, aussi bien ne l'ai-je pas fabriqué pour te contenter. Tout ce qui vient de moi est beau à tes yeux, n'est-ce pas, Maud? Allons bon, je ne suis plus qu'une poupée maintenant. Je dors 2 minutes, juste le temps de me rafraîchir les yeux, et tout est changé à mon réveil. Écoutez-moi bien, vieil homme. Vous faites fausse route. Vous allez à la destruction en me poussant à bout. Je martellerai votre tête contre cette porte où vous avez forcé Maud, ma femme, car vous affirmez qu'elle m'aime et que je l'ai épousée. Je ne vous demandais rien. Je t'aime, Jérôme. Je sais. Je sais. Tu es tout ce qui convient à ton genre de beauté. Tu l'aimes parce que je veux que tu l'aimes. Tu me dois tout. Oui, père. Nous sommes devenus fous. Nos profils en plein de face, de peur d'être pris au dépourvu, nous divaguons en râlant des mots enroués. Ce silence, cette hutte incompréhensible que je ne me souviens pas d'avoir eu envie d'acquérir, mais qui est pourtant notre seul refuge. La mort approche, cerne nos bouches de rides, s'éloigne. Les années passent comme des blocs de glace dans la nuit. Les mois s'accumulent, forment des stalactites autour de nous, des rires vaginaux nous bousculent. J'ai peur. J'ai froid. Chaque fois que je veux me farder, je dois casser le miroir pour chasser l'autre. Je n'ose plus me dévêtir dans la crainte de voir d'autres seins orner ma poitrine. Un archipel d'insomnie entoure mon front sur l'oreiller. Et puis vous, Quoi, moi? vous savez plus que nous. Si vous connaissez la vérité, dites-la nous, sans essayer de nous distraire en chemin. Où sommes-nous? Et pourquoi? Qui sommes-nous? Quel est votre nom? Je n'en sais rien. Si quelqu'un doit savoir, c'est vous. Non, non, pas encore. Il est trop tôt pour cette conversation. Vous commencez plus tôt tous les soirs. Ma tête éclate. Dis-lui, Maud, je salirai ta belle robe comme l'autre soir. J'ai mal, pitié! Le silence te fait hurler. Les mots te terrifient. Dites-moi votre nom, petit père. Seulement votre nom. Et je ne vous demanderai plus rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous avez semé le doute chez Jérôme. Je dois savoir. Dites n'importe quoi. Vous racontez 1000 histoires à propos de tout. Donnez-nous un nom. Je ne peux pas. Bon, mangeons et taisons-nous. Arrêtons ce dialogue d'insectes. Assez de pourparlers.
de salutations distinguées, de poignées de main, de frottements de joues, gesticulations de nains, habillements et déshabillements, transmissions aériennes, menaces, ricanements et mascarades. Assez. Il est trop tôt encore. J'ai créé une condition, jusqu'à présent inconnue. Esclave du souvenir, souvent inventé, sans que nous sépare en conscience les uns les autres aucune barrière, ni le temps, ni l'espace, ni la chair. Nous sommes brouillés dans ma tête comme des œufs. Je conteste votre idée, père. Si nous ne sommes qu'une transpiration de votre cerveau, pourquoi souffrons-nous seuls? Vous ne pouvez pas sentir la douleur de mes os quand je fais le grand écart, ni la joie de Maud quand mes dents mordent sa cuisse. Ne parle pas. Ne pense plus. Nous ne saurons jamais la vérité. Peut-être sommes-nous fous et de ce fait enfermés ici loin de toute affection. Peut-être sommes-nous morts. Oublions tout l'un dans l'autre. Mon cerveau monte tel un oiseau, boire son souffle à même les nuages. Résignons-nous. Amis, amis, mieux vaut ne pas penser, ne plus écouter ce lambeau de chair qu'est mon chien de père, qui nous ment la bouche tordue par le ricanement des fous mystiques. Repose-toi. Dors, amour, dors. Suis-moi, ami. Ambulons doucement sur le boulevard des flots. Le panorama pivote sur ses talons d'écume. Ta main tient ma taille entre ses doigts de mélopée. Dors, amour, dors. Coule sans moi. J'ai tes yeux dans ma paume, telle une pièce de monnaie, file canot, dans les méandres des arbres noyés. L'assaut de la lune a brisé mon cœur. Dors, dors, ami, dors. Pars à la dérive. Je surveillerai. Très touchant, fille. Mais il ne dormira pas. Pourquoi pas? Parce qu'il n'en a pas envie. En effet, je pense trop. Je n'arriverai jamais à m'endormir. La solitude qui m'entoure, qui nous entoure, m'en empêche. Pas de solitude. Nous habitons une immense ville, invisible. Pas de solitude. Pourquoi invisible? Encore un sermon. Ne m'interrompez pas. L'esprit est sur moi. Nous sommes l'élite. Le cerveau sans liberté des hommes fourmis, l'âme qui doit souffrir pour produire l'énergie nécessaire. J'entends des trains traverser les champs de croix de banlieue, la nuit quand les yeux fermés, je fais des enfants dans la brume. Tu dors avec père, Jérôme, et je le sais. Et tu le sais. Je voulais l'aider avec son rêve. Je vois des villes qui respirent avec de longues pulsations de délices, des maisons basses, aux toits de macadam entourés de terrains vagues où poussent des glaïeuls de cristal. Je vois
Je vois des soldats, en minces rangées de poteaux télégraphiques, des ouvriers qui travaillent attachés l'un à l'autre par leur pancréas tels des rats, dans un sombre égout de plaisir, des rues qui se cognent et se bousculent à tout instant, de tous les côtés, le néant, le chaos. Les chevelés font fausse couche sur fausse couche. Sommes-nous donc des rois? Nous sommes le noyau, l'origine de toute chose. Nous huilons nos larmes. La machine de la vie, tels les prophètes d'antan, nous suons pour que les autres avancent. Alors, ainsi que la reine des abeilles, nous sommes nourris et tolérés afin de féconder les générations futures. Nourris, maudite bouchée, des rats, de la vermine sur canapé. Nous-mêmes, le toit. Comment la société nous remplacera-t-elle après notre mort? Je ne sais plus. Je suis fatigué. Drôle de roi condamné à vivre avec ceux qui aiment, avec ceux qu'ils aiment du matin au soir, sans un instant de répit, sans même savoir qui ils sont. Sans pouvoir changer de vêtements pour se distraire. En fait, d'où viennent-ils ces vêtements? Qui les a choisis? Qui est-ce qui se cache sous les plis de vos bandages? D'où venons-nous? J'aimerais tant écrire à quelqu'un, avoir des amis occupés. Quel est votre nom? Qui sait? Aveugle. Nous ne voyons que ce que nous savons. L'emplacement des meubles, l'esquisse de nos visages, le trou du rat, l'heure. Je fouetterais l'eau jusqu'au sang si je croyais qu'elle pût m'apprendre à voir, à vivre. Je tuerais le dernier rat. Suis-je seulement certain d'être votre époux? Peut-être étais-tu la femme de père? Cela expliquerait l'épisode de la porte, l'épaisseur de ta taille, l'odeur de tes cheveux, sans parler de mon amour pour lui. Tu doutes trop. Regarde mon visage. La voûte de mon amour calmera le pétillement de tes angoisses. Ma bouche te sourit. Oublie. Oublie. Pour moi, ton visage est celui de Dieu. Tiens-moi dans tes bras, jusque la piste oscillante de ton regard se brouille et se perde dans ma bouche, comme une goutte de pluie dans l'océan. Appelle-moi Tigrane. Tigrane! Tu dis ça pour me charmer, serpent, et verser de l'huile sur mes gestes désordonnés. Je suis Tigrane. Tu connais mon cœur et son désir d'être le Suédois, l'amant de Tigrane, la belle, la glacée, la reine des neiges, malgré mes cheveux noirs et mon accent méridional. Je me souviens de la délicieuse froideur de ma bouche sur les pentes des montagnes ensevelies, des folles courses nocturnes sous la lune de mes frères, les géants blonds, debout sur leurs skis, près du feu, le soir en train de jurer dans leur bière. Personne ne boit de la bière dans ces pays-là. Ne l'écoute pas! Tu étais là, Jérôme, beau dans ton anorak lit de vin et tes bottes crottées de mousse. Tu es le Suédois, aimé de Tigrane. Ta blondeur perce
malgré ton déguisement. Tes cheveux sont teints. Il y a longtemps que je le sais. Le matin, mes mains sont noires de t'avoir caressé toute la nuit. Elles sont huileuses, comme badigeonnées de cirage au-dessus. Chacun de tes regards laisse une ombre là où il se pose. Tu as sali mes yeux avec tes prunelles de jet. Tu es teint, mon amour. Tu es déguisé. Peut-être te caches-tu de la police. L'époux de ma fille, un assassin, vivant sous mon toit, dormant dans mon lit. Tout s'explique, fille. Il t'a épousée pour être près de mon argent. Il est venu ramper ici dans ma demeure ornée de joyaux cachés, avec le sourire hypocrite du fiancé étalé sur ses lèvres comme du beurre, et le brassard de l'amitié sur le biceps. Quel rapport? Tu prends sa défense. Il t'a embrassé là, devant moi, sous la fenêtre. Il a signé de sa signature flamboyante sur l'ardoise de ton ventre, et tu t'es faite aussitôt sa chose, sa pierre, devenue sa complice. Tu as équipé le tueur de ta froide précision de ménagère. Et il ne m'est resté qu'à reprendre mon vol solitaire de vieillard. Quel est mon but? Vous voulez me tuer, pardi? Vous tuer. Je suis empli d'un étrange bonheur. C'est sûrement la vérité. Ouais. Mais il vous faut d'abord trouver mon trésor. Vous le cherchez parmi les ombres chinoises de vos désirs, sur la chair plissée de ma main, dans le jaune spatial du ciel, dans la minuterie du sexe. Vous le cherchez jusque dans mes rêves. Vous savez que jamais je ne vous le montrerai de quelques gestes élégamment inconscients. Le chantage ne vous a pas servi. Maud m'a laissé plusieurs jours sans le moindre cristal de crasse entre les dents, ni même la torture. Votre dernier espoir reste le feu de la discussion, où l'esprit du vieil homme que je suis tombera de fatigue, cédant sous les sabres meurtriers de vos phrases. Eh bien, cherchez en vain, cherchez en vain. Plaire. Je pleure de soulagement. Si seulement je pouvais être sûre du sérieux de vos propos. C'est donc cela notre histoire. Complotons-nous le soir près du feu, quand la bouche ouverte, vous sommeillez, tassé dans votre fauteuil comme la mousse au pied d'un arbre. Suis-je Tigrane? Toujours la même. Tu crois immédiatement cet homme à multiples facettes, en me forçant le doute dans la gorge, ainsi qu'une purge. Où est le feu auprès duquel nous complotons? Quel est ce complot? Calme-toi. Tu n'es pas encore Tigrane. Il dit que je t'aime, Jérôme, et je le crois. Oui, mais je n'ai pas un seul bijou, ni même d'argent. Pour que tout ce que j'ai dit soit vrai, il me faudrait quelque objet brillant, quelques pierres d'envie. Où diable est mon couteau? Tuons-le avant qu'il ne change d'avis. Son histoire me plaît. Embrochons-le avant que sa langue métallique, polie par le mensonge, ne brouille le sens de notre passé. Mais que dites-vous? Je
vous suis mal. Tigrane, la femme de ton invention ou de ta vie. Tu vois qu'il faut le tuer. Tuer Tigrane. Je suis le Suédois. Tu vivais ici, dans les neiges, oublié dans les crevasses de l'insanité. Je t'ai cherché et épousé pour l'argent du fou. Nous le tuerons! Mon œil ne sait plus où mettre le pied. Je me suis trompé. Quelque part. Je suis heureuse d'un bonheur aussi inusable que l'eau. Quel génie est le vôtre, père. Partis les trous d'ombre qui creusaient ma poitrine, partis mes nuits d'angoisse, partie l'incertitude. Je suis votre fille, père. Je ne serai plus votre amante. Je n'ai jamais été votre amante. J'oublie tout de votre corps. Je redeviens pure, Jérôme. Vous perdez votre vie, père. Mais vous gagnez un enfant. Non, pas si vite. Pas si vite. Vos cerveaux lisent tout à l'envers comme des miroirs déchiffrant le gribouillage d'une mouche aux pattes sales sur un buvard. Il faut user de discernement. Ma vie est éternellement en état d'éclipse. Le courant du temps passe à travers ma mémoire, ma langue, mes oreilles. Vos cerveaux au fil de soie échangent en s'isolant. Ce que j'ai pensé n'est plus vrai dans vos bouches. Le temps n'existe pas pour nous. Ici, c'est toujours hier. Demain, vous ne vous soucierez plus de ce que j'ai dit. Déjà, vous serez autre. Tu n'es pas ma fille, Aude. Tu es ma femme. Ensemble, nous avons arpenté le sable des déserts de l'esprit. Ensemble, nous avons vécu depuis la fin des saisons, souviens-toi, d'hier seulement, de tes hanches, renversées telle une corolle de soleil contre le chambranle, le papillon qui est ta bouche collée contre la mienne, tu buvais mon pardon, tu virais dans mes bras, tu vires encore là, sur ta chaise, comme une poupée de chair, meurtrie, déjà. Assez. Assez! Je ne veux pas changer. Père incestueux, vous vouliez compromettre votre fille, acheter son affection avec des caresses innommables, la forcer à porter la résignation dans son cœur comme un vêtement de deuil. Mais elle vous tuera. Et elle vous tuera. Elle aussi. Vous agoniserez, vous, entre nos mains comme un moustique écrasé sur un mur. Nous avons toute l'éternité derrière nous. Vous avez besoin de moi pour vivre. Qui vous racontera les détails de cette histoire? Vous ne savez qu'ajouter, que broder quelques brindilles de soie sur l'immense tapisserie de mon imagination. D'ailleurs, vous ne pouvez pas me tuer. Je suis convaincu que je n'existe pas. Tous les matins, un autre que moi se réveille dans mon lit. À moins que ce ne soit le lit qui change. Il s'esquive, il feinte, il tente de brouiller les cartes. Vous êtes condamné. Père, je vous ai séduit pour donner suite et forme à votre idée comme moi. Votre idée de moi comme votre épouse.
Les femmes, comme les animaux, courbent la tête en troupeau. Votre idée m'a plu un instant, et je vous ai obéi. Un après-midi, sans chapeau. D'ailleurs, cet acte n'était pas entièrement sans motif. Une fois convaincu de mon dévouement, vous m'auriez montré l'emplacement du trésor que nous cherchons vainement toutes les nuits. Jérôme et moi. L'obscurité de la bêtise a ses avantages. N'importe quelle lueur de raison inonde immédiatement la campagne ouverte du cerveau de l'imbécile que je suis et laisse une trace indélébile. C'est ainsi que je n'arrive pas à oublier que j'ai connu une tigrane et que, peut-être, j'ai été son amant. Tout vient de là. Ta mémoire est une trompette dans le silence fracassant de cet enfer. Moi, homme âgé, logique, rieur, j'essaie d'inventer des vérités qui habillent convenablement vos antennes émotives et les membres rachitiques de vos impressions. Je vous convertis journellement. Comment? Je tisse des féeries de gai feuillage pour vous distraire. Et vous voulez me tuer? Pensez à l'ennui de vos jours, aux nuits sans bons élastiques dans les réels. Pensez après ma mort. Vous ne vous parlerez plus. Personne ne sera là pour pimenter vos discussions. Vous ne vous embrasserez plus. L'amour, l'amour sans audience, perd son arôme, tout comme un flacon de parfum débouché, finit par ne plus sentir que le vide. Que le vide. Ne l'écoute pas, Jérôme. Nous n'avons pas besoin de lui. Une fois sa voix éteinte, nous n'aurons plus de doute. Je serai Tigrane. Nous vivrons. Il nous trempait dans le miel de ses élucubrations. Il énonçait à plaisir les pires âneries. Te rappelles-tu comment il persistait à dire que des maisons gigantesques nous entourent et il nous montrait les lumières des métros aériens? Je les voyais. Il écoutait les voix des enfants couchés dans les arbres au crépuscule. Nous les entendions. Tels des rats dans le ventre d'un moribond, nous étions pris dans un filet de membrane. Nous nous gavions sans pouvoir nous libérer. Je suis vieux, triste, sale. Je suis le père. Oui, mais c'est moi qui ai inventé l'histoire du Suédois. La somme du poids à supporter croît en progression pire qu'algébrique. Ne doute pas de toi, Tigrane est la seule chose sûre dans l'anémie colorée de notre vie commune. Ne recommençons pas à tourner en rond. Presse ton couteau contre mon cœur, contre mon ventre. Nous avons un beau passé, un peu pervers, couleur de brouillard cerné de traits mous, un passé qui fuit par instinct les artifices de la lumière. Il suffit d'y croire, mon amour. Pourquoi me tuer? Je n'ai pas le moindre sou caché. Après le meurtre, vous serez trop près de la vérité. Même le bonheur à bout portant perd son arôme. Il faut prendre de la distance pour vraiment l'apprécier. Eh bien, nous te tuerons pour rien. Pourquoi faut-il une raison? Seule la nécessité règle les priorités. Vous êtes fou! Fou! Et dire que je n'ai pas la force de vous dissuader de votre folie. Je manque d'espace, d'air. Mon âme ballonnée de peur semble vouloir rompre ses attaches et s'envoler bêtement.
comme une outre vers les branches décapitées des étoiles. Je ne puis me défendre contre ce raz-de-marée de cruauté qui me menace. Que vous dire? Que vous dire? 1000 aspects de cette histoire restent dans l'ombre. Malheur à moi, pauvre vieil homme. Plus intelligent que vous, j'écoute les vagues échos qui résonnent entre les colonnes folles de mon cerveau. Et si je laisse ma langue bafouiller entre les pierres de mon souvenir, c'est uniquement pour votre plaisir. Elle trébuche, hein, la pauvre langue, elle creuse ma tombe, il fait chaud dans cette chambre. La vapeur de l'émotion m'étouffe, elle sort de mon corps bouffé de sang, mes yeux vont éclater comme des boutons de fièvre. Aveugle! Tue-le si tu es un Je homme. mourrai aveugle! Tue-le si tu es un homme. Il ne nous voit plus, c'est le moment. Pourquoi t'appelles-tu Maud et moi Jérôme? As-tu mal? Quelle maladie te ronge? Pourquoi ne pas laisser la foi lubrifier tes oreilles? Ne pense plus. Crois. Tu crois trop facilement. Tu t'appelles Jérôme parce que tu fuis la police et moi, Maud, pour être près de toi dans la glace de l'incognito. Laisse la douce certitude enrichir ta bouche. Finir. Je veux en finir avec l'angoisse. Finir de souffrir comme pendant les longues nuits de malheur où je cherchais ma mère en dessinant mes traits de mes doigts sur le moule tranquille de mon visage pour me retrouver avec curiosité le matin dans l'eau dansante du lavabo. Je comptais les ronflements de père pour ne pas subir mon propre interrogatoire une fois de plus. Il ronflait parce qu'il savait que tu l'écoutais. Il ricanait dans ses rêves. Je ne me peignais plus de peur de déranger un seul souvenir réfugié dans mes cheveux. Je suis ton père. Tu ne peux tuer ton père. Je suis le seul lien entre toi et ton enfance. J'ai connu les bras flageolants de ta mère, la chaleur incolore de son sourire, les pétales ronds de son amour. Chaque jour, je me rappellerai un détail. Tu sauras tout, tu seras plus riche qu'une héritière. Je te parlerai de notre maison, de ton petit lit blanc entre les jouets en feu, de ton cheval narquois debout près de la lampe, de la gaine noire de ta mère sur le tapis, là où elle est morte, sur le tapis, entre les fleurs. Donc, Maud n'est plus ta femme. Tu la renies devant témoins. Il embrouille tout exprès. Embroche-le, Jérôme! Moi, je ne peux le faire. Je gâterai tout. Tu es un assassin. Il l'a dit et nous avons approuvé son idée. Prends ton couteau. Prouve-le dans le sang que je suis Tigrane et que ce rêve est vrai. Je me sens de moins en moins bien. Je dois garder l'œil ouvert. Il peut y avoir des pièges sous toute cette verdure de parole, cette chambre sans le marais. Et depuis peu, j'entends bouger des êtres fluidiques autour de moi. Tue-le! Je ne puis. Je connais ces chairs fades pliées dans ses sous-vêtements de cuir. J'imagine la chaîne de son ancre roulée autour de sa cuisse. Je sais trop bien comment le couteau pénétrera son cœur en se trémoussant comme une fille entre ses côtes. J'entends son râle. Tu as peur.
Nous dormons ensemble, Jérôme. J'ai tenu ta tête dans le noir, quand ce noir t'a menacé de ses tenailles de fer. Ma main, plate et chaude, a calmé tes cauchemars. Souvent j'ai sifflé pour protéger ton âme de la bougie quand elle voltige comme une femme en chantant. Tu dors là, sur mon épaule, nu, sous tes jupons de chair tiède, petit, sans avoir peur, car tu as peur la nuit, Jérôme, sans avoir tué. Ses doigts sentent le meurtre. N'écoute pas cette femme. Elle est le diable. Elle est l'envie, la luxure, la paresse, l'ennui. Vous êtes père de l'Église. Quand elle m'a séduit, son souffle fétide. Son souffle était fétide, sa langue sinueuse, comme celle d'un chat huant. J'entendais les cloches creuses de l'enfer, et mon corps bougeait sans attendre mon commandement. Depuis, je porte les marques de ses dents. Dans mon moi le plus secret, mon esprit fait du colportage, de place en place, sans glaner la moindre sérénité. Mes souvenirs s'emballent et fuient comme des ânes. Je ne sais plus marcher. Oui, nous sommes en enfer. L'enfer des hommes. Toi non plus, tu ne te souviens de rien. Tu souffres. Nous ne savons rien de ce qui nous concerne, pas même la durée de cette situation, ni même la raison de son commencement. Nous sommes morts. Et elle est ici pour nous torturer entre ses organes et son cerveau comme des haricots secs dans un estomac. Voilà qu'il nous entortille à nouveau. Oui, mais je ne peux pas le tuer. J'ai trop froid. Non, non, Jérôme. Non, tu m'aimes. Mais pense à autre chose, saoule-toi. Nous l'enterrerons très vite dans le jardin sous la neige, tu verras. Tout sera si vite fait. Je t'aiderai. Et puis, ça nous donnera quelque chose à faire. Ne me rends pas fou! Quel jardin! Qui a jamais réussi à ouvrir cette maudite porte pour savoir ce qui se cache derrière? Quel mur la bouche? Quel couloir d'eau la soutient? Peut-être est-ce le vide qui nargue nos pauvres efforts d'évasion? Peut-être est-ce le ciel? Nous sommes dans une ville. Et l'enfer, père, et le diable. Tu n'es donc plus le pape. Ah! J'ai pensé que nous sommes dans la lune. L'enfer des anciens, une vaste ville de misérables nous cerne. Ce serait une explication du silence et de ce sentiment de neige qui tombe sans cesse. Oh, j'ai inventé ce cri d'amour pour vous aider à vous envoler. Je vous raconterai d'autres histoires plus belles, plus fortes, toutes tachées de sang et de joie comme les princesses, toutes vraies. Il va nous échapper et nous serons aussi pauvres qu'auparavant. Pourquoi ta foi n'est-elle pas inépuisable? Je suis sûre d'être Tigrane. Je vis ton rêve, Jérôme. Pourquoi ne peux-tu séparer le mensonge du monde? Il fait froid sans toi. Je t'attends, les haillons ouverts. Ne te laisse plus emporter par un vent de sable, par un mot. Le jour de l'expérimentation des idéaux est arrivé. Tue-le, Jérôme. Arrête cette langue sirupeuse qui brouille nos traits journellement. Signe dans sa chair, démesurément grossie, que nous existons en tant que Tigrane. Et comment t'appelles-tu? Jérôme, Mais non! Pauvre pantin sans figure de proue, ton nom suédois!
ton vrai nom. Ah, vous voyez, vous avez besoin de moi, à chaque instant pour désigner ce qui change constamment de caractère. Nous nous perdons dans des labyrinthes de mots, porteurs de maladies étranges. Nous rôdons sans but, ensemble, mais sans nous connaître. Nos longs voiles larmoyant sur le sol, mélangés mais éternellement seuls. Les termes les plus simples qui tombent de mes lèvres changent et deviennent animalesques, maléfiques. Je t'écoute, Maud. Tes phrases sont perfides, fourchues. Je ne suis plus qu'une feuille arrachée d'un dictionnaire sans traducteur. Épargne-toi, Jérôme. La vie peut être bêtement bonne. J'avais repris de l'espoir pendant un court instant. Je me sentais sur le chemin du vrai destin. J'allais connaître mon visage, l'odeur de la femme que j'aime. Mon fantôme scindé en deux se tenait à mes côtés. Et aussi enthousiaste que moi, ma peau bavait de plaisir. J'étais presque un homme. D'un seul coup de couteau, tu peux devenir un homme, sans effort d'intelligence, sans parole. Encore. Il est trop rusé pour nous, Jérôme. Nous sommes des êtres debout. Il baigne dans l'éther. Je continuerai donc à me consoler du manque de divertissement extérieur avec toi, mon amant, ou avec lui, selon la chaleur de mes sentiments. Je continuerai à chercher, dans le creux de ton épaule, la raison des saisons. Je taillerai comme auparavant des facettes au moindre mot qui se balancent dans l'air fétide de notre cage. Je souffrirai. Je compterai. Nous chanterons. La vie n'est pas si mal. J'ai cru comme toi qu'on allait voir de grandes choses ce soir. Mais voilà. Vous ne vous souvenez même pas de vos songes de la nuit. Je suis le seul ligament qui vous attache à la vie réelle. Et vous voulez me supprimer. Nous sommes vaincus par notre propre faiblesse. Mon corps se ride, s'affaisse. Je t'aime, Tigrane. Ah non! Tigrane. Alors aide-moi au lieu de pleurnicher. Si tu veux que je sois Tigrane, tu dois prouver que tu es un assassin. L'odeur de ton corps se referme sur moi et les confins ultimes de ma résistance au crime reculent. Oui. Oui. Mais tu es si beau sur tes skis. Personnellement, je ne vois qu'un Italien en pantoufles. Pourquoi dites-vous que je suis italien? Quelle est cette nouvelle manigance? Mais regarde tes pieds, Jérôme! Ne sois pas si influençable. Tu te plies comme un roseau chaque fois qu'il nous lance une idée au visage. Il crée une diversion, il élève des barrages entre nous, des barrages d'insanité qui éclatent en mûrissant et qui vous laissent pantelant, les lèvres sanglantes. Ta maison est sur le lac de Caux. Ta mère s'appelle Rita. Une vaste famille de 20 nu-pieds tresse des chapelets de tendresse autour de ton lit. Je vois des roses sur les murs de chaux. Ton regard nage librement dans la brise. Des grappes de bêtes beuglent sur l'herbe mouillée. Des œufs plein les arbres. Des amis. Rita. M'aimait-il? Tu es sa femme. Vos fiançailles étaient longues. Tes jupes courtes. Et souvent enceintes.
M'aimait-il? Des enfants? Ah, ils sont tous morts, sauf un qui nous écrit chaque semaine. Voici sa dernière lettre. Je n'arrive pas à lire la signature. Nanos! Nanos! Il a 3 ans. Quand viendra-t-il, père? J'ai hâte de revoir cette petite fesse couleur de guimauve. Ses mains serrent mon cœur. J'ai de la peine à respirer. J'ai 30 ans. Moi, 26. Que faisons-nous ici? J'étais heureuse. Ne demande rien. Ne me réveille pas, ne dis rien. Je sens le soleil sur mon dos nu. L'eau douce caresse mes cuisses. Laisse la chambre s'enfumer de rêves. Coule doucement sur le terrain gazonné. Caresse-moi. Ne t'attive plus d'artifices cérébraux. Coule le long de moi. Tu as un nom anglais? Pourquoi pas? Pensez au beau lac vert, au reflet de ciel. Les orangers sont en fleurs, les mandolines aussi. Le soleil chauffe le jasmin qui grimpe le long des trompes cagneuses des éléphants. Dans chaque maison de terre cuite, un chat dort, content. Quelquefois, il pleut, tout Comment, doucement. comment t'appelles-tu, père? Je ne sais plus. Inventez! Inventez vite, vieil homme! Avant que je ne dénonce l'imposteur que vous êtes. Ah, quel père a un nom! Vous n'êtes pas mon père. J'ai le droit de connaître votre nom. Ma femme vous l'épellera. Ma mère. Ma mère aux hanches de fer, chauffée au soleil, au sein de gelée blanche, aux yeux de madrigal. J'écoute. Je cherche frénétiquement mon orientation. Le nord. Le vrai nord. Voilà l'étoile du berger. N'essaye pas de me jouer. Il n'y a rien derrière cette vitre. Si, un mur. Un mur derrière la porte. Un autre dans le miroir. Un vautour tête baissée dans le lavabo. Tigrane. Tigrane, je deviens fou! Tigrane, mes ovaires meurent en moi. Je ne suis plus que douleur. Tigrane. Femme aimée. Perdue. Perdue. Je n'ai plus que ton nom pour me couvrir. Pitié! Pitié! J'ai une boussole dans le ventre. Écoute-la. Elle te dit qu'il faut tuer père. Tigrane. Rideau. Donc, comme vous avez pu le comprendre, c'est un sujet d'actualité, puisqu'on ne parle plus que d'inceste maintenant. Et là, c'est un double inceste, puisque non seulement il séduit sa fille, mais il séduit également le mari de sa fille, et il essaie de jouer la solidarité masculine en se retournant d'une façon générale contre toutes les femmes. Donc on a quand même beaucoup de suspense et de coups de théâtre dans cette pièce de théâtre. Voilà, donc si vous voulez dire quelques mots avant de rejoindre tout notre groupe, eh bien, vous êtes les bienvenus. Si pas de questions, je sais que tout le monde est assez pressé puisque tout s'enchaîne.
On est un peu Eh bien, sous le choc. écoutez, voilà. On est un peu sous le choc. Quoi. Il faut un temps de Voilà. digestion aussi, hein, ça c'est... Voilà, il voilà. faut- En quelle année a été écrite cette pièce? Alors, je lis ça sur le... Oui. Elle a été créée. Elle a été... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été jouée à Bruxelles. Et c'est dans un petit théâtre qui était tenu par Monsieur Nissen en personne, avant qu'il ne devienne le fameux éditeur des Actes Sud. Donc c'est quand même assez étonnant. Voilà, là c'est une édition originale de 68. Ah oui, Et elle a c'est été, le bleu des fonds a été joué pour la première fois le 18 avril 67, avant d'être publié, au Café Théâtre de l'Absidiole à Paris. Maud était jouée par Michel Hopneau, le flotteur, le père, par Michel Chabas, et Jérôme par Pierre Blondet, avec une mise en scène d'Yves Gerbollet. Avant d'être prise et invitée donc, à Bruxelles. Et puis, voilà. Elle est assez peu connue. L'édition est épuisée. Celle-ci était l'édition originale avec Alechowski. En fait, c'est l'éditeur qui avait fait le mariage et qui avait présenté. Voilà. Alors, Joyce Mansour travaillait très souvent avec des illustrateurs. Et souvent, André Breton faisait le go-between entre les deux. Parfois, c'était l'éditeur. Une belle photo en bas, je crois que c'est l'ouvrage GCC de Misérabilia, de quatrième couverture, vous verrez, on voit André Breton et Joyce Mansour qui marchent dans Alors, Paris. oui, alors pour ceux qui le souhaitent, je suis là ce soir. Et j'ai également avec moi 2 livres écrits par la belle-fille de Joyce Mansour, qui est une universitaire, avec de très nombreuses photos et toute la collaboration entre justement André Breton et Joyce Mansour. Parce qu'en fait, disons que la maison de Joyce Mansour au Caire était un refuge et était un endroit où tous les surréalistes qui passaient au Caire étaient reçus. Alors au tout départ, c'était chez une amie de Joyce Mansour qui tenait salon. Et puis petit à petit, Joyce Mansour a pris le relais. Et donc recevait de nombreux surréalistes. Voilà. Chère Catherine, d'abord merci. Merci pour ce moment théâtral de niveau un peu supérieur. Et je voulais te demander, tu es allée au Caire récemment, comment Joyce Mansour est perçue? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est un peu reconnue? Par qui? Je sais qu'il y a un livre qui va sortir au Caire sur elle, Qui est sorti. Il est sorti. ou qui vient de sortir, oui, Mossel. qui vient de sortir. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Joyce Mansour et l'Égypte? Alors, en ce qui concerne l'actualité, effectivement, un livre vient d'être écrit par Marcel El Blassi, voilà, et qui est en arabe. Il n'est pas encore traduit en anglais, mais ça ne saurait tarder, je pense. Mais à part les proches de Marcel, très peu de gens la connaissent. Pourtant, j'étais dans un groupe de surréalistes, mais qui connaissent très très peu Joyce Mansour. En fait, il y a un universitaire qui connaît toute sa vie, mais elle n'est pas connue, très connue par les intellectuels du Caire et encore moins de Luxor. Voilà. Sinon, alors, entre Joyce Mansour et le Caire, il faut savoir qu'elle a été élevée en partie aussi en Suisse, en pension, qu'auparavant sa famille était une famille, elle vient d'un milieu très privilégié. Son père avait des usines de filature, de coton, etc. Ils ont fait fortune là-dedans. Donc sa famille fréquentait toute l'aristocratie. Ils étaient liés avec le roi, ils allaient dans toutes les réceptions.
il y a eu ensuite l'histoire de Nasser. Et donc, tous les grands directeurs de sociétés ont été chassés et l'État a préempté les sociétés. Donc, une grande partie j'allais dire, de la noblesse a été privée de ses biens. Il se trouve que le premier mari de Joyce Mansour, alors il y a eu une tragédie, c'est que Joyce Mansour a perdu sa mère très tôt, vers l'âge de 14 ans, que ça a été épouvantable, qu'elle avait des cauchemars, elle était même presque somnambule, ça a été épouvantable. Sa famille est partie vivre en partie en Angleterre, mais elle est restée avec son père, seule. Elle était très très gâtée par son père, et elle s'est mariée très jeune, vers l'âge de 18-19 ans, et son mari est mort 6 mois plus tard. Donc ça a été quand même 2 deuils très, très traumatisants. Et elle s'est remariée encore une nouvelle fois, mais avec un homme d'affaires très très riche, qui lui a permis de conserver un train de vie auquel elle était habituée, et qui lui a permis ensuite, d'abord en Égypte, de recevoir toutes les personnalités qu'elle souhaitait recevoir, et ensuite à Paris, il faisait vraiment salon, il vivait au Crillon, pour vous donner une idée, et puis ils ont eu une maison magnifique dans le 16e, donc voilà, il y avait toute une vie mondaine qui s'organisait donc dans ce contexte surréaliste avec des grands artistes, et André Breton lui a présenté tout Paris. Donc il y avait cette espèce d'association où André Breton connaissait l'a mis en relation avec les plus grandes personnalités, les éditeurs, les autres artistes, les illustrateurs, etc. Et Joyce Mansour l'aidait un petit peu dans ses affaires parce qu'André Breton ne vivait pas de sa plume, c'était avant tout un très grand collectionneur et ils allaient tous les jours à la brocante acheter des œuvres et ils craquaient pour des œuvres. Et c'est ça qui a permis à André Breton d'avoir un train de vie aussi supérieur à ce qu'il aurait pu avoir en étant juste écrivain. Et Joyce Mansour l'aidait volontiers quand il n'avait pas les moyens d'acheter une œuvre très importante, parce que par contre il avait un goût exquis, André Breton, pour repérer les choses un peu exceptionnelles. Et elle l'aidait tout le temps, généreusement. Voilà. Et donc ils ont formé une espèce de duo inséparable. Théo ou d'autres personnes peut-être pourront me corriger si je dis une bêtise, mais j'ai découvert tout ça dans la bio écrite par la belle-fille. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as répondu. Voilà. Alors les premiers écrits de Joyce Mansour étaient beaucoup plus provocateurs. Là, c'est très provocateur. Mais les premiers textes de poésie, c'était quelque chose avec le corps, le sang, la mort. Vraiment, elle n'avait aucun tabou. Ce qui pouvait choquer quand même la bonne société égyptienne, hein, parce que c'était déjà à Paris, c'était pas évident, mais au Caire, c'était quand même très très particulier. Merci. Voilà. Donc, alors, je sais qu'à un moment donné, on lui a commandé, pour pouvoir faire un ouvrage, des œuvres. Au départ, elle écrivait comme ça, et puis elle a eu la chance de trouver des éditeurs qui l'ont soutenue. Mais ensuite, dans un second temps, on attendait ces œuvres, ce qui est évidemment très agréable pour un auteur de savoir qu'on est attendu. Et là, c'est l'unique pièce qu'elle a pu écrire. Voilà, elle écrit des nouvelles, elle a écrit de la poésie, beaucoup. Alors, moi, je vais reprendre la parole, je suis un peu bavard. Tu l'as dit, c'est une pièce qui est dans l'air du temps, disons qu'elle traite de sujets très sensibles actuellement. Oui. Joyce Mansour est une femme qui a été ignorée, plus ou moins, mais donc on se dit qu'il y a là, pour des éditeurs ou pour des metteurs en scène ou pour un certain nombre de gens,
peut-être un filon qui pourrait être exploité, on va dire. Hein. Est-ce que tu as senti, toi qui fréquentes un peu donc Joyce Mansour, sa biographie, les textes, etc., est-ce que tu as senti qu'il y a un frémissement en dehors de ce lieu merveilleux où nous sommes aujourd'hui, Oui. qui explore le surréalisme? Est-ce qu'il y a, d'après toi, dans le Landerneau parisien ou autre, des velléités pour redécouvrir un peu plus et faire redécouvrir Joyce Mansour? Alors, du côté de Marseille, c'est évident, hein, puisqu'il a ressorti un peu tout ça, avec, en rapport avec la famille. Et moi, de mon côté, j'étais stupéfaite, parce que j'ai proposé à la Maison de la Poésie de faire une lecture, mais même un peu plus, une mise en espace. Et à ce moment-là, ils m'ont renvoyé sur la librairie en face, et qui m'a expliqué, en toute simplicité, que le seul ouvrage que j'ai trouvé, c'était celui-ci. Les œuvres complètes chez Actes Sud étaient épuisées. Ce livre-là, il est carrément introuvable. On ne le trouve que par un hasard extraordinaire. Il avait la chance avec lui. Donc voilà. Alors, j'ai pris l'initiative d'écrire aux éditions Actes Sud et à la belle-fille aussi de... Voilà. Parce que, en tout cas, de mon côté, je trouve que c'est d'un intérêt incroyable, mais sur le moment, j'ai pas eu l'impression que les personnes avec qui je discutais et je trouvais, moi, j'avais l'impression de trouver une pépite d'or. Mais apparemment, personne n'avait l'air. Voilà, donc je pense que si on va jusqu'au bout de cette recherche, on peut peut-être aboutir, mais pour l'instant, ça ne se bouscule pas, sauf si notre pièce se développe et prend de l'ampleur, ce que je souhaite. Pour l'instant, pour vous avouer, c'est la première fois que nous nous trouvons tous les trois ensemble physiquement. Donc j'ai fait des répétitions par téléphone, par vidéo, et voilà, et c'est la première fois. Donc c'est l'occasion justement d'avancer le travail. On espère que ça va prendre de l'ampleur. Mais pour l'instant, c'était pas encore... bon, c'est vrai que ça voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Mais les éditions Actes Sud, ça fait quand même un mois que je les ai contactés. Ils n'ont pas encore donné suite. Et pour l'instant, pas encore non plus la famille de Joyce Mansour. Aussi, peut-être signaler le livre de Marie-Laurence. Ben, c'est de celui-là aussi que je parle. Voilà. J'en ai deux là. Ceux qui veulent, vous allez juste en face de la maison André Breton. Et j'ai rapporté ces livres, donc que j'ai empruntés à la BN, non, à l'Institut du monde arabe, parce qu'ils n'étaient pas, on ne pouvait pas les trouver autrement. Voilà. Et justement, du côté de l'Institut du monde arabe, tu pourrais écrire à Jack Lang. Peut-être que ça peut faire un petit déclic. Ben, en fait, en réalité, ce qui compte surtout, c'est les autorisations des ayants droit et les autorisations de Actes Sud. Après, Jacques, il sera le bienvenu, mais c'est la troisième étape. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est complètement... Puis en plus, c'est d'une perversité, ce texte. Parce que de voir comment, d'abord, il séduit sa fille, ensuite, il essaie de la voler à son mari, ensuite, il pique même le mari, il dort avec lui, et ensuite, il essaie de se mettre avec le mari contre sa fille. Enfin, c'est inouï. Il y arrive. Et à un moment il y a donné, un revirement de voilà. Jérôme Donc, qui- c'est quand même... C'est très pervers. moi, j'ai pas tout vu à la première lecture. Je n'ai pas tout vu à la première lecture. Toi non plus, Non, d'ailleurs. non. Et toi? Non, mais il a fallu relire, c'est voilà, relire c'est pour voir en- les revirements, discuter c'est en- ensemble. c'est ça, c'est en Elle est décortiquant le hyper texte. bien articulée, cette pièce. Voilà. Oui, mais en fait, Très articulée. ce qui sauve, entre guillemets, la morale du texte, enfin, si je peux dire,
c'est que ce sont des rêves, plus ou moins. Ça nous est suggéré sans cesse. Lui, Qu'il y a du rêve. le père est dans un total délire. Le père est Le en père est délire, dans un délire le absolu. mari dort et se réveille, il fait des cauchemars, il y a du rêve, il parle de leurs rêves respectifs, il y a des personnages fictifs de rêves, des légendes, des mythes, tout ce qu'on veut. Donc ça sauve le texte de sa terrible crudité. Oui, mais en même temps, c'est ce qui lui donne sa valeur. Parce que aussi, sinon cette c'est crudité. inceste Ah oui, oui. et parricide. Oui, Et donc, mais c'est comme les grandes tragédies grecques. hein. voilà, c'est ce que j'allais dire, on C'est- est voilà. proche de la tragédie grecque. Absolument. Oui, oui. Inception aussi. Voilà. Et de Shakespeare quelque part aussi, avec cette idée de l'époque que la vie est un songe quelque part. Et voilà.